Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de la Méditerranée. Alors, comme chaque semaine, nous allons vivre ensemble les temps forts qui ont marqué l'actualité. Nous irons en Tunisie où le processus démocratique est en marche avec les élections législatives ce week-end et la présidentielle le mois prochain. Quelles sont les forces en présence? C'est ce que vous découvrirez. Il est à lui seul le symbole de la Méditerranée, par extension du soleil et des vacances. L'olivier se vend bien, chacun de son arbre dans son jardin. Vous verrez comment, en Italie, on répond à cette nouvelle demande. C'est sans aucun doute l'événement culturel de cet automne, la réouverture du musée Picasso à Paris. Un lieu entièrement dédié à l'artiste espagnol, comme un hommage à celui qui s'est imposé depuis plus d'un siècle grâce à un seul trait, son trait de génie. Mais avant cela, je vous propose de nous rendre sur le front syrien, à Kobani. Pour la première fois cette semaine, 3 avions cargo américains ont largué des armes et des munitions pour venir en aide aux Peshmerga. Ces combattants kurdes résistent toujours au groupe terroriste qui se fait appeler insidieusement État islamique. Une tragédie qui fait chaque jour de nouvelles victimes, parmi lesquelles des enfants. Nourane et Nassir ont vécu ce sort terrible. Aujourd'hui, l'association française La Chaîne de l'Espoir a pu les faire venir en France pour être soignés. Un moment d'une grande émotion. Ils ont laissé derrière eux l'enfer de la guerre. Nassir, 10 ans, Nourane, 4 ans, sont arrivés du Kurdistan irakien. Blessés par balles, traumatisés, ils ont du mal à réaliser. À Roissy, c'est la communauté kurde, tout un peuple en exil, qui est venu chercher 2 des siens. Et en particulier les Akdogan, la famille d'accueil. Beaucoup d'émotions, c'est de la joie, de la tristesse. Je pense à mon peuple, aux autres enfants aussi qui sont restés. Mais c'est un soulagement aussi de les avoir vus. En guise de bienvenue, une voiture remplie de jouets. Mais difficile de faire passer le chagrin. Les membres de l'association La Chaîne de l'Espoir, chargés de ramener les enfants en France, ont mesuré la gravité de leur situation. Il est clair qu'ils ont été extrêmement traumatisés. La petite Nourane en était arrivée à carrément ne plus parler. Et là, depuis cet après-midi, elle parle un peu. Donc c'est un grand choc, c'est un bouleversement dans leur vie. Je pense que ce par quoi ils sont passés laissera des traces. Nassir et Nourane ont fait partie de ces longues colonnes de réfugiés du Kurdistan irakien. Leur famille a tenté d'échapper à l'avancée des djihadistes. Mais les hommes du groupe État islamique s'en sont pris à eux. Nassir et Nourane ont été laissés pour morts au beau milieu des cadavres de leurs cousins et leurs tantes. À 5000 km de la guerre, dans leur famille d'accueil, les enfants peinent à sortir de leur torpeur. Des paroles rassurantes en kurde, de la bienveillance et toute leur tendresse, les Akdogan savent que les premiers jours sont les plus difficiles. Pour nous, c'est juste naturel et normal d'avoir à les aider. Je veux dire qu'on ne s'est même pas posé la question de est-ce qu'on va pouvoir les recevoir. Il faut qu'on les reçoive et il faut qu'on les aide à aller mieux, qu'on les soigne tous ensemble. Lendemain de leur arrivée et déjà premiers examens de radiologie pour Nassir et Nourane. Blessés en août dernier, ils n'ont été que sommairement soignés. Ils souffrent encore de leurs plaies. Toute une équipe de médecins de la Chaîne de l'Espoir échange pour trouver la meilleure approche pour les opérer. La volée de chevrotine qu'il a pris dans le coude, avec l'orifice d'entrée en dedans, l'orifice de sortie en dehors, et il reste énormément de plomb, il n'y a plus d'articulation. Tout est détruit. Le fait de retirer les éclats, la douleur va diminuer. D'accord. Est-ce qu'on peut leur donner quelque chose pour atténuer la douleur ? Oui, il faut leur offrir ce qu'on a de mieux à leur offrir, techniquement. Et chirurgicalement, on essaye toujours d'être dans l'excellence. Si nous n'opérons pas ces enfants, ils ne seront pas opérés. Les lourdes chirurgies seront pratiquées dans les 2 semaines. Pour ce qui est des blessures physiques, leur convalescence devrait être rapide, mais il faudra tout l'amour de la famille Akdogan pour apaiser les plaies de l'âme. En
En Algérie, l'enquête sur l'assassinat des moines de Tibérine. On vous en a parlé la semaine dernière. Le juge Trévidic est rentré déçu en France. S'il a bien pu accéder au site et assister à l'exhumation des dépouilles des 7 religieux, les autorités locales ont refusé de le laisser repartir avec les précieux prélèvements effectués sur place. 18 ans après le drame, l'enquête continue donc de piétiner. Une grande déception également pour les familles qui ont dénoncé lors d'une conférence de presse cette semaine une confiscation des preuves. On quitte l'Algérie pour le pays voisin. La Tunisie est en pleine période électorale avec 2 scrutins importants en seulement un mois. Les législatives de ce 26 octobre et l'élection présidentielle le 23 novembre prochain. C'est la première fois depuis la chute du régime de Ben Ali que les Tunisiens sont appelés à élire leur président. Les candidats avaient jusqu'au 22 septembre dernier pour se présenter. Alors, quelles sont les principales forces en présence? C'est un reportage de nos confrères de Méditerranéo. Salam alaikum. Nous sommes le 22 septembre, c'est la date limite de dépôt des candidatures. Pour se présenter, 10 000 parrainages de citoyens sont nécessaires. Militant des droits de l'homme, Abdelwahad Hani a été contraint à l'exil en France puis en Suisse dès 1991. Il rentre en Tunisie 8 jours après la chute de Ben Ali et crée le parti Al-Majd. Cette première élection libre a une saveur particulière. Aujourd'hui, c'est un moment très fort, historique, que de pouvoir participer à la refondation de la nation. Et ils sont nombreux à vouloir y participer. L'instance supérieure indépendante a recueilli 70 dossiers de candidature, souvent farfelus et du coup invalidés. Le mouvement islamiste Narda n'aura pas de candidat à la présidence. Le parti mise tout sur l'Assemblée législative, là où se trouvera le pouvoir. Ce jour-là, Narda dévoile son programme autour du fondateur Rachid Ghannouchi, des anciens membres des 2 cabinets dirigés par le parti, avant de céder le pouvoir à un gouvernement d'union nationale. Malgré cette sortie peu glorieuse, l'ancien Premier ministre met en avant le bilan de son action. Même dans le domaine de l'emploi, la Tunisie est le seul pays dont le chômage a baissé de 19% en 2011 à 15,1% en juillet 2014. Grand vainqueur des élections de 2011, Narda a lissé son image, présenté un programme essentiellement économique et son leader a martelé pendant son discours les idées de partage du pouvoir et de consensus. La Tunisie est un pays consensuel. Et il faut dire qu'aucun peuple dans le monde arabe n'est aussi uni que le peuple tunisien. Au siège du parti Nadawi, on aborde avec confiance la législative. En 2011, les listes du parti avaient raflé 37% des suffrages. Et Rachid Ghannouchi compte sur la notoriété et l'organisation de sa machine pour une nouvelle victoire. Nous sommes convaincus que nous ne sommes pas le seul parti sur le terrain, mais nous sommes le parti le plus important et le plus organisé. Lui aussi mobilise. Beji Caïd Essebsi et son rassemblement Nida Tounes sont les favoris des sondages. Le mouvement réunit des syndicalistes, des membres de la gauche, des destouriens, héritiers de Bourguiba, mais aussi des anciens du RCD, le parti de Ben Ali. Mais à 89 ans, pour la plupart des Tunisiens, Beji Caïd Essebsi reste l'homme providentiel qui a tenu les rênes du pays après la Révolution jusqu'aux élections de 2011. La Tunisie peut être digne de ses ambitions et on peut les réaliser. À condition évidemment de réaliser l'unité autour de ce projet, de ce grand mouvement, de cette ambition. Je pense que c'est possible, mais il faut des hommes pour. Je pense que j'en fais partie. Alors le débat va-t-il se résumer à une confrontation entre islamistes et héritiers de l'ancien régime? Plusieurs ministres de Ben Ali sont candidats et de nombreux Tunisiens semblent désabusés par cette période de transition. C'est pas facile qu'un pays tiers-monde, c'est pas facile qu'un pays arabo passe directement au stade démocratique. Je suis pessimiste vraiment de ces élections. Je vais juste voter pour ne pas donner un vote aux gens de Ben Ali et encore au Nahdaoui.
Au-dessus de la plage d'Hammamet, les nuages s'amoncellent. On est loin de l'enthousiasme d'il y a 3 ans. La liberté est aujourd'hui un fait acquis, mais l'euphorie de la révolution a été balayée par les assassinats politiques et le marasme économique. On a fait ça pour qu'on change tout. Et pour le moment, on n'a rien vu. C'est la vérité. Nous aurons au moins un peu de liberté. Peut-être qu'il en sortira quelqu'un de bien, qui prendra soin de nous et ne volera pas. Ce 26 octobre, 1327 listes se disputent les suffrages des Tunisiens. L'élection présidentielle aura lieu le 23 novembre et le nouveau gouvernement devrait prendre ses fonctions début 2015 pour écrire une nouvelle page de la transition démocratique. C'est un autre scrutin très attendu, en Espagne cette fois-ci, où les Catalans réclament des élections régionales anticipées. Comme vous le voyez sur ces images, ils étaient des dizaines de milliers dans les rues de Barcelone dimanche dernier. Une mobilisation qui fait suite à l'annulation par Madrid du référendum sur l'indépendance de la Catalogne, déclaré comme inconstitutionnel. Alors en échange, le gouvernement catalan va organiser le 9 novembre prochain une consultation symbolique. Ce sera une démonstration de force pour cette puissante région qui, vous allez le voir, a quelques atouts à faire valoir. C'est la Catalogne aux multiples visages. Des plages bondées de rosaces, bien connues des touristes, aux Ramblas de la capitale, Barcelone, des sommets du Val d'Aran, aux petites rues historiques de Gérone. Cette région compte 7,5 millions d'habitants. La Catalogne est une communauté autonome depuis 1979. Elle possède un gouvernement et un parlement dirigé par le président de la Generalitat, actuellement le centre droit Artur Mas. Qui dit autonomie dit aussi compétences. Elles sont au nombre de 33. La Catalogne a par exemple sa propre police, ses hôpitaux, comme l'hôpital transfrontalier de Puigcerdà, ouvert récemment, ses propres écoles et universités, et une langue obligatoire, le catalan. C'est également la première puissance économique de l'Espagne. Elle réalise 18% du produit intérieur brut. Ses atouts, le bâtiment, l'industrie, les services et le tourisme bien sûr, avec 15 millions de visiteurs. Et puis une position stratégique aussi, véritable sas d'entrée vers le reste de l'Europe, relié directement par le TGV. Revers de la médaille, la pression fiscale. La Catalogne est l'une des communautés autonomes qui contribuent le plus à l'impôt national. Selon une étude du gouvernement espagnol, la Catalogne verserait même 8,5 milliards de plus que ce qu'elle reçoit de l'État. Ajoutez à cela un endettement record et la crise qui a fait exploser les compteurs du chômage, multipliés par 3 en 5 ans à peine. De quoi exacerber encore un peu plus une forte envie d'indépendance déjà bien présente. Aujourd'hui, une partie de la Catalogne a un rêve, construire seule son avenir. On reste en Espagne pour parler emploi. Le pays durement touché par la crise doit faire face à un taux de chômage sans précédent. Pourtant, ces derniers mois, les chiffres sont un peu moins mauvais, la courbe s'inverse, c'est un peu le rêve de tout gouvernement. Nous avons voulu comprendre d'où venait cette embellie. En Espagne, c'est plus qu'une éclaircie. La courbe du chômage s'est inversée. Depuis 1 an, il y a dans le pays 280 000 personnes de moins à la recherche d'un emploi. Comment l'Espagne marque-t-elle des points dans la guerre contre le chômage ? Dans cette pâtisserie industrielle, il y a 12 nouvelles recrues depuis 1 an, comme cette ancienne serveuse qui n'avait plus de travail depuis 8 mois, ou ce salarié qui alternait les petits boulots dans l'agriculture et les périodes de chômage. J'espère que je vais rester longtemps dans cette entreprise. Ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé. Je suis plutôt content du travail ici. Ils ont bon espoir de rester en CDI, car pour la première fois depuis 2008, les ventes ici augmentent, plus 14% par rapport à l'an dernier. Et le patron peut d'autant plus facilement recruter qu'avec la crise, les employés espagnols sont moins exigeants en matière de salaire. Pour les nouvelles recrues, c'est environ 1 000 € net par mois. Les salaires dans l'entreprise n'ont pas augmenté depuis 3 ans, mais ils n'ont pas baissé. Des patrons prudents, mais qui commencent à réembaucher, il y en a de plus en plus en Espagne. Le taux de chômage, toujours très élevé, vient même de repasser sous la barre des 25% pour la première fois depuis 2 ans.
Ce recul du chômage, c'est l'un des premiers signes du retour de la croissance. Mais la consommation des Espagnols reste très faible. Pour recréer des emplois, le pays mise donc avant tout sur les exportations. Le boom des ventes à l'étranger, c'est ce qui a justifié l'embauche de 6 personnes chez ce fabricant de piscines depuis le début de l'année. Ils partent à Toulouse. Vers Toulouse? À Toulouse, oui. Les 90% de notre chiffre d'affaires, c'est pour l'exportation. Ce patron a fait un choix radical, abandonner presque totalement le marché espagnol, en Berne, pour concentrer tous ses efforts commerciaux sur les ventes en France, en Suisse et en Allemagne. Un pari gagnant. Nous avons une hausse des commandes de 30% par rapport à l'année dernière. On n'avait plus l'habitude de ça en Espagne. Dans cette entreprise, au moins 4 nouveaux recrutements sont déjà prévus d'ici à la fin de l'année. Alors vous venez de le voir, les ventes à l'étranger peuvent parfois relancer certains secteurs de l'économie. C'est vrai en Espagne, c'est également vrai en Italie. Là-bas, ce sont les oliviers qui ont le vent en poupe. Cet arbre qui symbolise à lui seul le soleil et la Méditerranée n'est plus seulement réservé à la production d'olives ou de son huile. Chacun veut son olivier. L'Italie a su s'adapter à cette nouvelle demande. À l'est de la Sicile, la plus grande pépinière d'oliviers d'Europe. Ici, on les produit à perte de vue, à la chaîne même. Pour ces oliviers boules, on les appelle mini. Ce sont les plus vendus en ce moment. Pour répondre à la demande, le pépiniériste a même automatisé la taille avec cette machine fabriquée sur mesure. La tendance est à la croissance. Il y a 10 ou 15 ans, on faisait 5, 10 000 oliviers par an. Désormais, on en cultive 3 à 350 000. Des ventes multipliées par 60. Alors ici, on bouture des milliers de branches d'olivier pour les transformer en petits arbres. C'est devenu un produit de grande consommation vendu dans les supermarchés par la grande distribution. Et surtout loin de son habitat naturel, comme ce lot. Un mini-olivier et sa fiole d'huile vendue 8 €, destiné au nord de la France. Ce sont des petits modèles qui ont beaucoup de succès en Europe du Nord. Le nord de la France, l'Allemagne, la Hollande. S'ils ne tiennent pas, pour les clients, ça n'est pas grave, ils en rachètent la saison d'après. Destination 1500 km plus au nord, la région parisienne. Une jardinerie qui vend ses mini-oliviers. Avec une question, qu'est-ce qui pousse les clients à déraciner le symbole de la Méditerranée loin du soleil ? Et quand j'ouvre ma fenêtre le matin qu'il pleut à Paris, je me dis que l'olivier, il va peut-être pouvoir un jour porter ses fruits. En tout cas, ça fait rappeler les vacances au mois d'août. Ça rappelle l'Italie, ça rappelle les régions où il fait beau, quoi. Hein. C'est surtout ça. Retour en Italie, parce que le boom de l'olivier se mesure sous toutes ses formes. Succès aussi pour les spécimens centenaires, voire millénaires. Ils coûtent plusieurs milliers d'euros. Un engouement qui a défiguré des pans entiers du sud de l'Italie, comme ici, un champ déraciné totalement pour être vendu. Alors les autorités ont décidé de sanctuariser les vénérables arbres pour en interdire la vente. 5 millions de spécimens recensés, marqués d'une plaque et géolocalisés par satellite. Avec le GPS, on connaît l'emplacement de chaque arbre monumental. S'il est déplacé, on s'en aperçoit forcément. Mais qu'il soit centenaire, majestueux ou minuscule produit pour le temps d'une saison seulement, malgré son succès, l'olivier n'est jamais autant à sa place que dans son milieu naturel. Comment l'Église doit-elle se situer face aux évolutions qui touchent la famille dans les sociétés contemporaines ? Tel est l'enjeu du premier synode sur la famille convoqué par le pape François en présence des évêques, des représentants d'autres religions et des auditeurs laïcs. Une mission difficile pour le souverain pontife qui doit faire face à des réticences dans sa propre Église, notamment sur la question du divorce ou de l'homosexualité. Si les évêques conservateurs ont pesé de tout leur poids, le débat est désormais lancé. Devant des milliers de fidèles et des évêques du monde entier, le pape François béatifie un de ses prédécesseurs, Paul VI, le réformateur de l'Église. Un symbole pour le Saint-Père, qui lui aussi ces derniers jours a tenté d'insuffler un vent nouveau.
En observant attentivement les signes des temps, nous nous efforçons d'adapter les orientations et les méthodes. Nous avons semé et nous allons continuer à semer avec patience et persévérance. Car pour la première fois de l'histoire catholique, le pape François a ouvert le débat sur les homosexuels et les couples divorcés lors du synode sur la famille. Mais le message a bien du mal à passer auprès de certains évêques et cardinaux. Les plus conservateurs ont rejeté de très peu ces deux sujets sensibles. L'Église dit que les gens qui ont des tendances homosexuelles ne devraient pas être victimes de discrimination. Mais l'Église répète que le mariage est possible seulement entre un homme et une femme. Les choses sont très simples. On peut le répéter 1 million de fois. Cet événement aura donc été marqué par les nouvelles évolutions de société, mais aussi par le clivage entre le pape et certains évêques conservateurs. Un clivage qui aura peut-être des conséquences sur la suite de son pontificat. Ce synode laissera des traces dans la mesure où pour la première fois, le pape François est mis en grande difficulté. Est-ce que dans l'avenir, il aura de semblables déceptions ou est-ce que sa formidable popularité lui permettra de reprendre la main? Nous n'en savons rien. Une cote de popularité indéniable qu'il pourra vérifier lors de son premier voyage en France d'ici quelques mois. Et si le pape a le pied marin, il pourrait faire une halte dans les Pyrénées-Orientales pour un tour en mer avec l'abbé Gabé. Ce curé, fils de docker, ne quitterait sa paroisse pour rien au monde. Sur la Côte Vermeille, il concilie ses deux passions, celle du Seigneur et de la navigation. Une personnalité hors du commun que nous avons eu envie de vous faire découvrir. 10 ans que l'abbé Martin Gabé a en charge les églises de la Côte Vermeille, comme cette église de la Rectorie du XIIe siècle. C'est celle des gens de la mer et de leurs ex-voto, objets de piété pour remercier d'être revenus à terre sains et saufs ou pour honorer un marin disparu. Donc ici l'ex-voto dédié à François Ribes, un marin disparu en mer, noyé le 23 septembre 1865. Ici vous avez notre type d'ex-voto d'une barque appelée Marie, dont l'équipage a voulu faire un don à l'église pour avoir échappé à un naufrage. Ah, c'est pas la tenue du marin, ça, c'est la tenue du motard. Fils d'un docker de Port-Vendre, à quelques kilomètres de là, l'abbé avait lui aussi travaillé jeune l'été à quai pour se faire un peu d'argent. Aujourd'hui, quand il redescend soutane au vent sur le port de Banyuls, ce n'est pas seulement par obligation. Bien, nous allons vers mon petit yagout en catalan qui veut dire canot, qui s'appelle ibis. L'ibis, je crois que c'est un oiseau d'Égypte, un oiseau sacré. Cette barque a été confectionnée en 1934 à Yansa. Elle est passée dans une famille bagnoulin qui me l'a offerte. L'ancien instituteur de l'école laïque qu'il a été est devenu l'aumônier des gens de la mer de cette Côte Vermeille. Un monde particulier, où avoir un bateau permet de dénouer ou de faciliter bien des liens. Quand on a une barque dans un port, on est tout de suite intégré dans ce monde de la mer, que ce soit la plaisance, la pêche. Il y a beaucoup de solidarité. Mon bateau est souvent tombé en panne. J'ai eu plein de conseils. 2 à 3 fois par semaine, il vient ainsi côtoyer les marins du port, mais aussi prendre le large. Moi, quand je vais en mer, bien sûr, je vais méditer. Ça m'arrive des fois de pêcher à la traîne, mais je suis un très mauvais pêcheur. Quand on rentre au port, un sentiment d'être allé dans un autre monde et de revenir dans la terre des hommes. Et l'abbé Martin d'avoir un rêve à l'horizon. Après un cardinal guinéen cet été, embarqué un jour à bord, le pape. Mieux encore, l'abbé Gabé pourrait embarquer le pape François sur son bateau et lui promettre qu'il n'aura pas le mal de mer. 2 navigateurs ont en effet fait breveter des vêtements anti-mal des transports mis au point par le Centre européen des textiles innovants. Grâce à cet équipement, fini les traversées difficiles, une innovation anti-nausée qui nous vient du nord de la France. Tu fais du taille quoi en général?
T-shirt, polo, veste, cet équipage va tester les nouveaux textiles conçus pour limiter le mal de mer, une promesse qui fait rêver. Beaucoup de gens ont le mal de mer et n'osent pas sortir, dans des conditions entre autres comme ça, et un textile qui empêche le mal de mer, c'est phénoménal. Phénoménal, l'idée a germé en 2012 dans l'esprit d'Olivier et de Philippe, deux passionnés de voile qui se demandaient pourquoi la navigation n'attirait pas plus de monde. On s'est rendu compte que finalement ça n'était pas forcément le prix du bateau ou l'assurance ou toutes les contraintes de navigation, c'était l'une des raisons principales était le mal de mer. Je navigue seul parce que mon entourage a le mal de mer, donc je navigue moins. Et donc nous avons cherché autour de ce sujet. La solution, ils l'ont trouvée ici dans le nord de la France, au Centre européen des textiles innovants. Après un an d'essai, la gamme de vêtements anti-mal de mer a vu le jour. En fait, on a un polymère dans lequel on a chargé des particules minérales qui ont la capacité à rayonner les infrarouges et à les renvoyer vers le corps. Ce qui stimule ? Ce qui stimule l'ensemble du dispositif musculaire. Résultat, sur l'eau, moins de fatigue, une meilleure posture et donc moins de nausées. C'est sans aucun doute l'événement culturel de cet automne, la réouverture du musée Picasso à Paris. Après 5 années de travaux, l'Hôtel Salé offre au public la collection la plus complète au monde des œuvres du peintre espagnol. La date d'inauguration n'a pas été choisie au hasard, elle nous rappelle que Picasso est né le 25 octobre 1881. Il est l'un des plus grands maîtres de la peinture. Il a su s'imposer avec son trait de génie. Et ses œuvres, vous allez le voir, sont évidemment à manipuler avec beaucoup de précautions. Quand les œuvres de Pablo Picasso sont livrées au musée, c'est sous très très haute surveillance. Dispositif de police et une attention toute particulière. Hyper doucement. Ce sont des œuvres d'une valeur inestimable car Picasso est un grand maître de la peinture et avant tout un trait de génie. Pour le comprendre, il faut le regarder peindre. Il a une dextérité qui passe directement du cerveau à la main et qui va faire que tout ce qu'il a en main va être transformé en art. Et ça, c'est génial. Picasso, fils de peintre, est précoce. Et enfant, il est déjà obsédé par le dessin. La légende lui prête que ses premiers mots auraient été « pisse, pisse pour lapis, donnez-moi un crayon ». Et il aurait su dessiner avant même de savoir parler. Donc, ce qui dit à peu près tout l'engagement et toute la nécessité profonde que Picasso avait de créer. Son premier tableau, le voici, il a 8 ans, c'est le Picador jaune. Ses premiers croquis d'étudiant, il a 14 ans, ses professeurs éblouis le comparent déjà à Raphaël. Picasso, c'est cet œil absolu, cette assurance de la main, cette facilité, mais au service d'un esprit révolutionnaire. Je pense que c'est le plus grand parce que justement, c'est celui qui s'est toujours mis en danger. Il a inventé le cubisme, il a inventé le surréalisme, c'est quand même lui qui a inventé le surréalisme. Et puis s'est autorisé aussi à se défaire de tous ses acquis pendant la dernière période. Le mystère Picasso, c'est bien ce trait de génie qui, toute sa vie, il a mis au service de sa création. Et sachez que vous pouvez revoir tous ces reportages sur les réseaux sociaux via notre page Journal de la Méditerranée. On se quitte en musique avec les Chinese Man. 18 000 personnes sont venues applaudir ce groupe cosmopolite et qui n'a de chinois que le nom. Ces Marseillais ont choisi leur ville et la Fiesta des Suds pour célébrer les 10 ans de leur label. Au revoir, à la semaine prochaine. Vous savez pas à quel point on est heureux d'être à la maison ce soir. Big up à tous! Came on the back for the game, he came out, and this was all the first thing he got, cause I was chasing him.